section du PCF d'Antibes-Casa, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être nombreux aujourd'hui parmi nous. Cela nous conforte, en tant que section, nous conforte dans notre volonté d'aborder un sujet important qui passionne, mais qui interroge fortement la plupart d'entre nous. Bien évidemment, aujourd'hui, nous n'aurons pas la prétention de faire un point complet de ce qui se passe dans cette partie du monde que vous avez ici, avec les enjeux géopolitiques actuels, mais qui découlent aussi de l'histoire de cette immense région. Mais la section d'Antibes est d'ores et déjà partante pour renouveler une telle initiative, s'il y a besoin qu'on aille un petit peu plus loin ou autrement, on est prêt, suivant ce que vous nous direz, on est prêt à refaire ce genre d'initiative. Bien évidemment, tout autant que nos deux spécialistes de ces questions acceptent de nous faire part une nouvelle fois de leur expérience et connaissance de ces sujets. Je serais bien incapable de le faire moi-même. Donc j'en profite pour les remercier de leur présence aujourd'hui sur notre secteur antibois. Je remercie également le journal Le Patriote Côte d'Azur, qui est notre partenaire sur cette opération. Je vous engage à vous abonner à cet hebdomadaire qui chaque semaine vous informe de l'actualité locale, notamment celle que vous ne retrouverez pas dans les autres médias du département. Ou du moins, si vous la retrouvez, cette actualité ne sera pas commentée de la même manière que peut le faire le Patriote Côte d'Azur. Donc je vous engage, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas abonnés, nous avons la table à l'entrée. Et bien évidemment, un autre abonnement essentiel pour suivre l'actualité, c'est le journal L'Humanité. Et je vous engage là aussi à passer à la table des Amis de l'Humanité, où Vicky a des bulletins d'abonnement à votre disposition aussi. Pensez à discuter aussi de la paix dans le monde avec Odile, qui a un magnifique stand, très coloré comme d'habitude. On la remercie d'être toujours là. Et de rendre visite au stand de l'association France-Palestine Solidarité, où, je ne sais pas, oui, où vous trouverez des produits locaux de cette association qui œuvre à la promotion d'une paix durable entre Palestiniens et Israéliens. On les remercie aussi d'être là. Et puis enfin, la Ligue des droits de l'homme vous attend pour évoquer les trop nombreuses atteintes à la dignité humaine. Et à RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, Marcel évoquera les difficultés pour secourir les familles et surtout les enfants des familles que l'on considère sans droit. Vous verrez, elle vous racontera, c'est pas facile. Et là aussi, l'appel à volontaires, je le fais à leur place. Ils ont vraiment besoin d'aide. Alors, venons-en au vif du sujet. C'est quoi le Moyen-Orient ? Oui, effectivement, je me fais rappeler à l'ordre. Au stand de la Fédé du PC, nous avons les bons du château. Vous savez qu'il y a la fête du château le dernier week-end du mois de juin. Et on a besoin du soutien des communistes, de ceux qui aiment cette fête, des progressistes. On a vraiment besoin du soutien financier parce que ça devient de plus en plus compliqué financièrement à organiser ce genre de fête qui, je le rappelle, est gratuite. Alors donc, c'est quoi le Moyen-Orient ? Guerre d'Irak, sunnites, chiites, conflit syrien, Al-Qaïda, Daesh, tous ces termes, parmi encore tant d'autres, on les a déjà entendus des centaines de fois dans les médias, mais les restituer dans leur contexte, c'est pas si évident. S'il y a une chose à retenir du Moyen-Orient, c'est que c'est un lieu où la guerre ne s'arrête jamais, malheureusement. C'est indéniable, mais il y a aussi une grande diversité ethnique et religieuse, en même temps qu'il y a un espace riche de ressources convoitées, avec une grande instabilité politique et des inégalités économiques. Donc tout cela réuni, ça fait un cocktail
Ça fait un cocktail, et bien souvent un cocktail explosif. Alors Paul Lezière va démarrer son intervention en faisant un rapide balayage sur l'histoire qui va mieux nous faire comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas se fixer sur ce qui se passe dans une partie de cet immense territoire sans faire référence à ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Vous allez entendre parler des accords de Sykes-Picot avec le partage des territoires ottomans entre les Anglais et les Français, ça a commencé comme ça, les Américains n'étaient pas encore là. Les intérêts occidentaux, les USA ensuite, pour les hydrocarbures que sont le pétrole et le gaz. Paul parlera de la déclaration de Balfour avec les Britanniques et le début de la création d'un État juif en Palestine. Et il parlera aussi du pacte de Quincy ou Quincy, je ne sais plus comment on prononce, Quincy, où les Américains ont proposé leur protection militaire à l'Arabie en échange de l'accès au pétrole, bien évidemment. Alors évidemment, aujourd'hui, la donne n'est plus tout à fait la même. Justement, dans cette région, beaucoup de choses ont changé au fil des années. Mais ce passage dans l'histoire permettra de mieux comprendre les raisons de cette instabilité et les pays qui en sont les responsables. Et aussi de nous rendre compte que les erreurs du passé ne servent absolument pas de paravent pour éviter d'enflammer une région à haut risque. Le Moyen-Orient, c'est une région magnifique, mériterait de retrouver la paix dans l'ensemble des pays qui composent cet immense secteur. À cheval entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et reliant la Méditerranée et l'océan Indien, le Moyen-Orient a toujours été une région de mise en contact. Et par la richesse de son sous-sol, une région de convoitise pour les grandes puissances. Alors l'objectif de cette conférence est de mieux connaître la géopolitique du secteur afin de savoir qui sont les grands acteurs et ceux qui subissent, et peut-être essayer de comprendre s'il existe des solutions et surtout un avenir pour l'ensemble de ces peuples. Alors, avant de donner la parole à nos deux intervenants, je souhaite évoquer ce jour particulier pour un peuple tout entier, alors qu'il soit dans son pays ou fasse partie de la diaspora arménienne de par le monde. Il y a 110 ans, le 24 avril 1915, commençait l'extermination d'un peuple. Ce massacre a fait 1,5 million de victimes. Ce génocide demeure une plaie non suturable dans la mémoire du peuple arménien. Malheureusement, encore aujourd'hui, l'Arménie saigne toujours. En évoquant aujourd'hui, en préalable à notre conférence, la mémoire du génocide arménien, on ne cherche pas simplement à se contenter de regarder en arrière, mais bien à inscrire cette histoire dans les luttes d'aujourd'hui. À l'heure où les discours de haine et de violence de masse réapparaissent, il est important qu'on en profite pour en appeler à la vigilance, à la solidarité et à la construction d'un futur. Un futur commun, affranchi des répétitions de l'histoire, ça serait l'idéal. Alors je vous remercie de votre attention. Paul Lezière et Père Barbancé vont prendre la parole environ une demi-heure chacun, sous l'attention de Tino. Et ensuite, nous donnerons la parole à la salle, toujours sous l'attention de Tino. Vous pourrez poser des questions ou donner des compléments afin d'enrichir nos échanges. Bien évidemment, je sais que le temps nous paraîtra certainement court, tellement de questions sont dans nos têtes, mais nous aurons le loisir d'évoquer, de continuer cette discussion devant une collation qui vous est offerte par la section d'Antique Casa. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Très rapidement, je vous présente les intervenants. Alors à ma droite, mais c'est une situation géographique, pas idéologique, à ma droite Paul Lezière, qui est président du Festival Transméditerranée, qui, de ce fait, de cette association qui est culturelle et de solidarité, a noué de nombreux contacts dans cette région du monde, puisqu'il y a rencontré des artistes, des chercheurs, des politiques, etc. Il est également membre du comité de rédaction de recherche internationale. Bon, j'arrêterai là, sinon on va en avoir pour le moment. À ma gauche, et là c'est pas que géographique, à ma gauche, Pierre Barbancé, qui lui est grand reporter à l'UMA, qui a eu le prix, tu m'as dit, c'est le prix qui est remis par les autres reporters pour le meilleur reportage de guerre.
c'est le prix Bayeux. Voilà. Donc le prix Bayeux, excusez-moi. Le prix Bayeux, donc, il l'a eu notamment pour être resté à l'intérieur du camp de Jénine, du camp de réfugiés palestiniens de Jénine, au moment où l'armée israélienne l'avait encerclé, et donc vivre de l'intérieur la résistance du peuple palestinien. Ce n'est pas un journaliste qui visite la bande de Gaza au travers du viseur d'un tank israélien. Voilà, donc je leur laisse la parole tout de suite. Bon, tout d'abord, permettez-moi de remercier la section d'Antibes et de la CASA du Parti communiste français d'avoir organisé cette rencontre qui est plus que nécessaire pour essayer de démêler les fils, non seulement d'une actualité, mais aussi d'une histoire qui est une longue histoire, une histoire millénaire. Nous sommes ici dans la région de l'ancienne Mésopotamie, d'Akkad, de Sumer, du Croissant fertile, qui est une zone clé de la Méditerranée. Donc démêler les fils et aussi serrer les enjeux. Je vais commencer par élaguer, en faisant une distinction sémantique que nous avons abordée dès le départ dans la préparation de cette conférence. René Guarino, Denis Aspeza et Pierre Barlancé, Proche-Orient ou Moyen-Orient. Pour les États-Unis et les Britanniques, et de façon générale pour les anglophones. Le Middle East, le Moyen-Orient, comprend Bahreïn, Chypre, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen. En 2004, l'administration Bush a même innové en inventant le concept de Greater Middle East, qu'on traduit en français par l'expression des Grands Moyen-Orient, qui s'étendrait du Pakistan, de l'Indus jusqu'au Maroc. En peu de mots, un conglomérat disparate, à tout point de vue, allant de la vallée de l'Indus, donc aux colonnes d'Hercule. En français, l'expression Proche-Orient désigne la région de la Méditerranée orientale qui englobe notamment le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine et Israël, donc en gros, c'est l'ancien Levant, auquel on ajoute parfois, selon le contexte, l'Égypte, Chypre et l'Irak. C'est seulement, quand je dis seulement, c'est entre guillemets, de ces pays dont je traiterai, en y rajoutant quand même la Turquie, qui est héritière de l'Empire ottoman et qui a joué, et qui joue toujours, un rôle déterminant. Et je crois, le communiqué annonçant cette conférence le dit clairement, si nous avons tous des convictions sur le sujet, nous devons d'abord essayer de comprendre. Alors je vais commencer par une anecdote. Dans le film corse que peut-être certains ont vu, Permis de construire, avec Éric Fraticelli et Didier Bourdon notamment, il y a une scène culte dans laquelle un gendarme corse explique à l'un de ses subordonnés tout juste arrivé de l'île, sur l'île plutôt, en Corse, au début, tu ne comprends pas tout, et à la fin, tu ne comprends plus rien. Que ce soit au titre de président de l'association Festival Transméditerranée ou de membre du conseil de rédaction de la revue Recherche Internationale, je me suis souvent rendu au Proche-Orient. J'ai rencontré, Tino l'a dit, des personnalités, des femmes et des hommes de grande valeur, et j'ai organisé des rencontres culturelles, des actions de solidarité. J'ai beaucoup lu et aussi amassé beaucoup de livres et de travaux de recherche, et bien souvent, j'aurais pu reprendre la formule du gendarme corse. Au début, tu ne comprends pas tout, et à la fin, tu ne comprends plus rien. Alors, on va essayer de comprendre la partie histoire, celle qui explique pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. D'une part, en commençant par rappeler la chronologie de certains grands moments qui ont marqué le Proche-Orient, et ensuite en procédant à une analyse géopolitique transversale avec le jeu des grandes puissances au Proche-Orient du XXe siècle à nos jours. Et je dis tout de suite que mon choix est arbitraire, il ne couvre pas tout, c'est impossible. Donc je vais parler de quelques temps forts qui me semblent, à moi, par là, les plus significatifs. Ça ne veut pas dire que je vais tout évoquer. Et je sais dès le départ qu'il y aura donc, sinon des lacunes, en tout cas des vides dans ce que je vais dire. Tout d'abord, un rappel.
le Proche-Orient est composé de 3 entités distinctes. Le croissant fertile, la péninsule arabique et l'Égypte qui leur est liée. C'est donc une zone carrefour qui est sillonnée depuis l'Antiquité par les caravanes et les armées. De 1453, date de la prise de Constantinople par les troupes ottomanes conduites par Mehmed II, à 1918, c'est-à-dire pendant 5 siècles, l'Empire ottoman va dominer un Proche-Orient qui est multiforme et va lui imprimer une marque durable. À noter dès le départ que dans cette mosaïque, l'idée de nationalité qui suppose une relative homogénéité des populations demeure largement étrangère à la philosophie politique ottomane. Or, depuis le XVIIIe siècle, cet empire ottoman, cet empire colossal, est l'homme malade de l'Europe. Il est affaibli, il est l'objet à la fois de menées centrifuges de l'Égypte et de l'Arabie, mais aussi et surtout des interventions croissantes des puissances européennes qui affirment leurs intérêts au Proche-Orient, notamment l'Angleterre, la France et dans une moindre mesure l'Allemagne et la Russie. Et les interventions de ces puissances vont s'exercer sous différentes modalités financières, économiques, culturelles et politiques, et elles vont instituer au fil du temps des liens particuliers de domination-dépendance. Jacques Tauby, qui était professeur d'université et un spécialiste reconnu dont la thèse portait sur les intérêts et l'impérialisme français dans l'Empire ottoman, a livré une synthèse de la quarantaine de livres et de recherches qu'il a publiés sous le titre « Ali et les 40 voleurs, impérialisme et Moyen-Orient de 1914 à nos jours ». Et dans ce livre extrêmement documenté, il donne des chiffres sur le poids du capital étranger dans la région. Je vais vous les donner, ce sera les seuls que je donnerai d'ailleurs, parce qu'ils expliquent en grande partie toute la suite. Pour l'Empire ottoman et l'Égypte, on dispose, écrit Jacques Tauby, de chiffres assez précis. Sur un stock total de capitaux étrangers, donc des emprunts d'État et investissements directs, à la veille de la Grande Guerre, ils étaient de 8 milliards 900 millions de francs effectifs. Le capital français comptait pour 54%. Le capital anglais pour 25%. Allemand pour 9,3%. Et le solde des 11,7% représentait essentiellement des capitaux belges, suisses ou italiens. Cette région attirait donc particulièrement des capitaux français. L'Empire ottoman et l'Égypte absorbaient 11% de l'ensemble des capitaux français exportés, alors que les pourcentages ne sont que de 2,3% pour la Grande-Bretagne et de 2,9% pour l'Allemagne. Soit des sommes supérieures à celles consacrées à tout l'empire colonial français. Et pour assurer la sécurité des transferts et des rendements engageant des sommes aussi considérables, eh bien, il était nécessaire de doter des pays de la région d'organismes bancaires modernes, y compris de banques d'État, contrôler elles-mêmes ces banques par le capital étranger. Alors à cet égard, le cas de la Banque impériale ottomane est exemplaire. Cette banque, fondée en 1853, est à la fois une banque privée franco-anglaise et la banque de l'État ottoman. Et elle compte 62 succursales à travers l'Empire. Il faut y ajouter, par exemple, la Banque de Salonique, dont le siège est à Constantinople, qui est contrôlée par la Société Générale, et de dynamiques agences locales dans l'Empire ottoman du Crédit Lyonnais. Les capitaux français s'intéressent aux communications, aux chemins de fer, aux ports, aux routes, mais la France est aussi présente à l'intérieur de l'Empire ottoman avec sa propre organisation postale, avec ses bureaux, ses timbres et ses transports. C'est un système qui, évidemment, est ressenti comme une atteinte grave à la souveraineté ottomane. Enfin, le capital français, pour ne citer que lui, contrôle 2 monopoles d'État, l'administration des phares de l'Empire ottoman et la régie des tabacs, en association d'ailleurs avec les capitaux anglais, allemands et autrichiens dans le cadre de l'administration de la dette publique. Voilà quelques éléments sommaires qui peuvent donner une idée de la situation en 1914.
et de l'état des ingérences multifacettes de l'Occident et particulièrement de la France dans l'Empire ottoman. Depuis octobre 1914, l'Empire ottoman est rentré en guerre. Il est rentré en guerre aux côtés de l'Empire allemand, du Deuxième Reich, et de l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'Empire ottoman est agonisant. Et il est évidemment, à partir de 1914, au cœur des visées des puissances européennes. Donc, ces visées vont s'exprimer à 3 moments. D'abord, entre juillet 1915 et mars 1916, par l'échange de correspondance entre MacMahon et le shérif Hussein de la Mecque. Entre juillet 1915 donc, et mars 1916, Hussein Ben Ali, shérif de la Mecque, donc qui est titulaire du shérifat de la Mecque et de Médine, qui est le gardien des lieux saints, des 3 lieux saints de l'islam, échange une correspondance de 10 lettres, 5 lettres et 5 réponses, avec le colonel Henry MacMahon, qui est haut-commissaire britannique en Égypte. Quel est l'objet de cette correspondance? Eh bien, c'est le futur statut, après la guerre, qu'on prépare déjà, le futur statut du califat et des provinces arabes qui relèvent jusqu'alors de l'autorité de l'Empire ottoman. Donc, en échange à leur participation à la guerre aux côtés des Anglais, les Arabes demandent l'indépendance des provinces arabes et la création d'un royaume arabe qui irait de la Cilicie, donc d'une partie de la Turquie, à la Perse, l'Iran d'aujourd'hui, à l'exclusion d'Aden qui resterait aux Anglais. MacMahon répond finalement que le royaume arabe sera composé de la péninsule arabique à l'exclusion de la côte syrienne allant d'Alep à la mer Morte, parce que il ne faut pas gêner, il ne faut pas déranger l'allié français à qui on réserve donc la côte syrienne, syrio-libanaise. En dépit de cette imprécision sur le tracé des frontières du futur royaume, Hussein va lancer le 5 juin la révolte arabe contre les Ottomans. C'est l'histoire de Laurence d'Arabie. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en dépit de l'engagement et des sacrifices des Arabes aux côtés des Alliés, en dépit des promesses britanniques, le grand royaume arabe de Hussein de la Mecque ne sera pas constitué, car il contredirait les prétentions territoriales des Britanniques et des Français. Et on va voir maintenant ce qu'elles sont. En 1916, il y a les accords Sykes-Picot. Donc toujours en 1916, deuxième année de la Première Guerre mondiale, alors que l'Angleterre fait des promesses aux Arabes pour les pousser à la révolte contre l'Empire ottoman, la France et la Grande-Bretagne concluent des accords secrets qui recevront plus tard l'aval du Royaume d'Italie et de la Russie tsariste. Et je dis tout de suite que Lénine et le pouvoir révolutionnaire soviétique les rendront publics après la révolution d'octobre 1917, les 23 et 26 novembre 1917, et les dénonceront. Ils les rendront publics. C'est comme ça qu'on les a connus. Ces accords secrets, qui sont rentrés dans l'histoire sous le nom d'accords Sykes-Picot, ont un objectif: se partager l'Empire ottoman après la guerre. L'anglais Mark Sykes et le français François-Georges Picot sont 2 diplomates. Ils vont tracer à la règle, avec un crayon bleu et un crayon rouge, les frontières de toute une vaste région à qui les puissances européennes victorieuses entendent imposer leurs intérêts à partir d'une logique coloniale et d'intérêts financiers qui sont en contradiction totale avec les aspirations des peuples et des promesses qui leur ont été faites. Alors il y a 5 zones qui sont constituées. Une zone bleue française d'administration directe, qui est le Liban et la Cilicie, qui fait partie de l'actuelle Turquie. Deuxième zone, une zone arabe A, d'influence française. Donc il y en a une, il y a une zone d'administration directe et une zone d'influence
française comportant le nord de la Syrie actuelle et la province pétrolifère de Mossoul, dans l'Irak actuel, que Clémenceau cédera en 1919 aux Britanniques. Troisième zone, une zone rouge britannique d'administration directe, composée de la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak et le Koweït d'aujourd'hui. Quatrième zone, une zone arabe B, qui est une zone d'influence britannique, comportant le sud de la Syrie et la Jordanie actuelle, et la future Palestine mandataire. Et cinquième zone, une zone brune d'administration internationale comprenant Saint-Jean d'Acre, Haïfa et Jérusalem. Et la Grande-Bretagne parviendra à obtenir le contrôle des ports aussi de Haïfa et d'Acre, qui aujourd'hui sont en Israël. La Russie tsariste s'est vue réserver le nord-est de l'Empire ottoman et à l'ouest Constantinople et la côte ouest du Bosphore, la mer de Marmara, les Dardanelles, ainsi qu'une partie de la côte de l'Asie mineure. Le port de Constantinople et les détroits restent cependant libres à la navigation des flottes alliées, et on a vu que, pour ce qui concerne la Russie, la révolution bolchevique va renoncer à ses objectifs et va en dénoncer la logique impérialiste. L'Italie obtient tout le sud de l'ancienne Turquie et la Grèce une petite zone de la côte égéenne autour de Smyrne, de Izmir aujourd'hui. Évidemment, ces accords Sykes-Picot ne seront que partiellement appliqués, essentiellement pour trois raisons. D'abord, les révolutionnaires soviétiques, comme je l'ai dit, ont dénoncé les engagements de leurs prédécesseurs tsaristes. Ensuite, les nationalistes turcs, sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk, vont libérer entre 1919 et 1922 l'Anatolie des occupants français, italiens et grecs. Troisième raison, les peuples arabes n'accepteront pas la trahison des engagements et revendiqueront le respect des promesses. Ainsi, dès le 2 juillet 1919, le Congrès général syrien réuni à Damas, composé de représentants mandatés des habitants musulmans, chrétiens et juifs, syriens donc, présentera une résolution en 10 points, dont le premier est l'exigence d'une indépendance politique de la Syrie dans les frontières suivantes, et il suit une délimitation qui correspond à peu près au territoire de la Syrie d'aujourd'hui, du sud-ouest de la Turquie, du Liban, de la Palestine et de la Jordanie. Ça, ce sont les accords Sykes-Picot. Troisième élément déterminant, la déclaration Balfour. Alors, la déclaration, en fait, c'est une déclaration Balfour, en fait, c'est une lettre. Dans une lettre du 2 novembre 1917, qui entrera donc dans l'histoire sous le nom de déclaration Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Arthur James Balfour, annonce à Lord Walter Rothschild, qui est représentant des Juifs britanniques, que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Alors, il y a dans cet engagement des raisons multiples, à court et à long terme. D'une part, et dans l'immédiat, en pleine guerre, Londres cherche à améliorer ses positions en se conciliant au mouvement sioniste qui, depuis sa création en 1897, a grandi en force, a grandi en autorité dans les communautés juives d'Europe et aussi des États-Unis. Or, les États-Unis, en 1916, en 1917, ne sont toujours pas rentrés dans la guerre. Donc, il faut faire basculer les États-Unis dans la guerre, et la Grande-Bretagne compte sur les communautés juives pour faire pression sur le président Wilson. Donc, dans ce cadre, la promesse d'un foyer national pourrait faire des Juifs un atout. Et à plus long terme, il y a un autre jeu de l'Angleterre, c'est que, obsédée par la sécurité de son empire colonial, l'Angleterre crée une mainmise de la France, qui est son allié, mais aussi sa rivale, qui, je cite là, si près du canal de Suez serait une permanente et formidable menace, c'est les Anglais qui disent ça, pour les lignes de communication essentielles de l'Empire
l'empire colonial britannique. Écrira Sir Herbert Samuel, futur premier haut-commissaire britannique en Palestine. Une Palestine juive, expliquera Haïm Weizmann, principal dirigeant de l'organisation sioniste, serait une sauvegarde pour l'Angleterre, particulièrement en ce qui concerne le canal de Suez. Comme vous le voyez, il n'y a dans ces positions aucune illusion, ni d'une part, ni de l'autre. Chacun utilise l'autre pour ses propres intérêts. Et d'ailleurs, le successeur de Balfour, Lord Curzon, déclarera, là aussi je cite, « Pendant que Weizmann vous dit une chose et que vous pensez foyer national juif, il a en vue quelque chose de très différent. Il envisage un État juif et une population arabe soumise, gouvernée par les juifs. Il cherche à réaliser cela derrière l'écran et la protection de la garantie britannique. » Pour être tout à fait exact, il faut aussi préciser que la déclaration Balfour indique que si l'Angleterre se prononce pour un foyer national pour le peuple juif, il doit être clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. Il reste donc, comme l'écrira l'écrivain Arthur Koestler, qu'une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d'une troisième. Donc ces trois moments, la correspondance Hussein-McMahon, les accords Sykes-Picot et la déclaration Balfour vont constituer le cadre sous-tendant tous les conflits jusqu'à aujourd'hui. Les gouvernants anglais ont promis aux Arabes l'indépendance, aux Juifs un foyer national. Les Français ont fait miroiter des protections aux chrétiens et ils ont écrasé les soulèvements syriens, notamment en 1920 et de 1925 à 1927, et ils ont morcelé la Syrie en 6 États. Les Français, Troisième République. Donc le rêve pan-arabe est brisé avant même de naître. Les peuples sont divisés en États artificiels. Et leurs chefs sont des fantoches entre les mains des puissances mandataires, c'est-à-dire des puissances coloniales. Donc, dès l'origine, le Proche-Orient, post-Première Guerre mondiale, est né d'un mensonge colonial et d'une trahison des engagements vis-à-vis des peuples arabes, des puissances européennes, en premier lieu la Grande-Bretagne et la France. Et une des conséquences en sera évidemment la montée en puissance du nationalisme révolutionnaire avec des partis et des mouvements bassistes notamment, du mot basse qui veut dire la Renaissance, qui prendront le pouvoir plus tard en Syrie et Irak et influenceront longtemps la pensée et la vie politique dans les pays arabes. Autre date, 1948, proclamation de l'État d'Israël. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU adopte par une majorité des 2 tiers, dont les États-Unis et l'Union soviétique, le plan de partage de la Palestine. C'est la résolution 181. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion annonce la naissance de l'État d'Israël. Il déclare « En ce jour où prend fin le mandat britannique et en vertu du droit naturel et historique du peuple juif, et conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création d'un État juif en Palestine. » En une phrase, Ben Gourion affiche la double légitimité dont se réclame le nouvel État, celle du droit, selon le sionisme des Juifs sur la Palestine, qui serait fondé par la promesse faite 4 millénaires auparavant par Adonai à Abraham, et celle, d'autre part, de la loi internationale édictée par l'ONU à la suite du génocide nazi. Évidemment, ça entraîne une réaction. Le 15 mai, les armées arabes de Transjordanie, d'Égypte, de Syrie, aidées par des contingents irakiens et libanais, vont pénétrer en Palestine.
Et ce sera la guerre de 1948-1949, le premier des conflits israélo-arabes. Il va se terminer par la victoire d'Israël et plusieurs armistices signés avec les États arabes voisins qui entérinent l'agrandissement d'un tiers de l'État d'Israël par rapport au plan initial de partage. En même temps, 700 000 à 800 000 Palestiniens sont expulsés, chassés de leurs villes et villages, et certaines localités seront totalement détruites et leurs noms effacés. C'est ce qu'on appelle la Nakba en arabe, la catastrophe. C'est le terme arabe qui rentrera dans l'histoire et qui restera jusqu'à aujourd'hui dans les mémoires et dans le vécu quotidien des Palestiniens qui peupleront les camps palestiniens, les fameux camps palestiniens qui sont en fait de véritables villes qui existent tant en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. Après le démembrement de l'État ottoman, donc, et la création d'États arabes artificiels, la création de l'État d'Israël va constituer un deuxième traumatisme historique majeur pour les peuples du Proche-Orient. Israël a surgi dans les cendres du génocide des Juifs d'Europe, mais aussi sur les décombres de la Palestine. L'Empire britannique usé va se retirer progressivement. Mais une nouvelle puissance va entrer en scène, les États-Unis, qui, dès la rencontre du 14 février 1945 sur le croiseur Kensi, entre le président Roosevelt et le roi d'Arabie Saoudite Ibn Saoud, signe un pacte qui garantit à la monarchie saoudienne une protection des États-Unis en échange d'un accès au pétrole et d'un monopole d'exploitation. Les États-Unis vont soutenir Israël, qui va devenir leur avant-poste dans la région, et les Arabes vont se sentir, tous les peuples arabes vont se sentir trahis, humiliés, et les Palestiniens abandonnés. Autre date, 1964, la création de l'OLP. Le mouvement national palestinien avait été puissant dans les années 30. Et puis il a disparu de la scène politique après la création de l'État d'Israël, jusque vers les années 1960, où la question palestinienne est revenue sur le devant de la scène. Le 29 mai 1964 est créée à Jérusalem l'Organisation de libération de la Palestine sur une décision de la Ligue arabe. Elle est présidée, l'OLP, par Ahmed Choukri, et elle est d'abord sous la tutelle de l'Égypte nassérienne. Mais parallèlement, existent d'autres structures, dont une organisation qui se veut plus indépendante des pays arabes, qui s'appelle le Fatah, qui a été créée, lui, en 1958, par un jeune ingénieur qui s'appelle Yasser Arafat. Yasser Arafat va devenir, en janvier 1969, le président du comité exécutif de l'OLP, qui regroupe une dizaine d'organisations, dont le Fatah, donc le FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, le FDLP, Front Démocratique de Libération de la Palestine, le Parti Populaire Palestinien, le Parti communiste, et cette OLP deviendra au fil du temps une véritable structure étatique, tout en étant le ferment de la renaissance nationale palestinienne. 1967, du 5 au 10 juin, c'est la guerre des 6 jours. Au-delà des causes et du déroulement des opérations militaires, ce qui nous intéresse ici, ce sont les conséquences de cette guerre, qui conditionne toujours la géopolitique aujourd'hui et qui a eu comme protagonistes directs Israël, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et de manière plus limitée le Liban. Ces 6 jours de guerre se sont traduits par la victoire d'Israël, qui s'affirme désormais comme une puissance régionale. Au plan territorial et des frontières, Israël va quadrupler la superficie de son territoire. L'Égypte perd la bande de Gaza et le Sinaï, la Syrie est amputée du plateau du Golan, la Jordanie se voit amputée de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, et Israël prend le contrôle de toute la vieille ville de Jérusalem. À noter, à ce moment-là, une résolution fondamentale de l'ONU, la résolution 242
du Conseil de sécurité qui est voté le 22 novembre 1967 et qui vise à l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient qui devrait comprendre et qui passe par le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit, la fin de toute revendication de tout état de belligérance, le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque état de la région et son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues à l'abri de menaces ou d'actes de violence. En clair, c'est la paix contre les territoires. Dernière date charnière, 1991 et 2003, les deux guerres du Golfe. Première guerre du Golfe, 2 août 90, 28 février 1991. Au départ, il y a un différend, le différend entre l'Irak et le Koweït. L'Irak, alors dirigé par Saddam Hussein, considère depuis la révolution de 1958 que le territoire de du Koweït, qui faisait partie de la province ottomane de Bassora durant l'Empire ottoman, et donc jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, est un territoire irakien légitime qui ne doit son existence qu'au colonialisme anglais qui avait établi un protectorat dès 1899, fixé une frontière en 1922 et reconnu son indépendance le 2 juin 1961. Pour Saddam Hussein et le Baas, avant lui, dès 1958, dès la prise de pouvoir, dès la révolution bassiste en 1958, l'Irak comprend le Koweït. Autre point de désaccord entre l'Irak et le Koweït, qui sont tous deux des puissances pétrolières, le prix du pétrole. Régulièrement, le Koweït et avec lui l'Arabie Saoudite sont en surproduction, ce qui fait baisser les prix du baril. On tombera en 1990 à $10 le baril. Alors que l'Irak, qui s'est endetté auprès de ces deux pays, le Koweït et l'Arabie Saoudite, durant les 8 années de guerre avec l'Iran, entre 1980 et 1988, a au contraire intérêt à un prix élevé. En outre, le Koweït est accusé par l'Irak d'avoir foré des puits de pétrole du côté irakien de la frontière, et donc, le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït et décrète son annexion. Le 29 novembre 1990, la résolution 678 du Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'utilisation de la force si l'Irak ne se retire pas du Koweït. Et l'Irak ne se retirant pas du Koweït, les opérations militaires vont se dérouler du 17 janvier au 28 février 1991. Elles vont opposer l'Irak à une coalition sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, une coalition de 35 États sous la direction des États-Unis. L'Irak est écrasé, soumis à un embargo terrible. Sur la totalité de l'embargo, 500 000 enfants de moins de 5 ans mourront du fait de l'embargo. Donc, mais Saddam Hussein et le parti Baas restent au pouvoir. Ceci dit, les États-Unis ont envoyé un message clair. Un nouvel ordre mondial est né, il est unipolaire et il est dirigé depuis Washington. Vers mars 2003, la deuxième guerre du Golfe. Le président Bush et les néoconservateurs américains, grisés par leur puissance, déclenchent le 20 mars 2003 une seconde guerre avec une invasion militaire intitulée, ça vaut quand même la peine de le dire, liberté irakienne. Il renverse Saddam sous prétexte de démocratie et d'un soi-disant danger de constitution de stock d'armes de destruction massive. Cette fois, le régime baassiste est renversé et Saddam est exécuté. Mais cette intervention, et c'était prévisible, accouche du chaos. L'État irakien et toutes les institutions s'effondrent, les milices chiites soutenues par Téhéran prennent le pouvoir, et la guerre entre sunnites et chiites s'enflamme. C'est dans ce vide que va se créer l'organisation État islamique, dont l'acronyme arabe est Daesh, et que vont s'engouffrer les djihadistes et les militants radicaux de l'islam politique. Les cartes donc ont changé, les noms aussi.
mais la logique demeure, aucune puissance vient au Proche-Orient pour sauver, toutes viennent pour dominer. Alors maintenant, si vous voulez, une brève analyse transversale des impérialismes au Proche-Orient. Parce qu'il te reste 3 minutes. Il me reste 3 minutes. Bon. Alors, je vais passer, merci. Vas-y. Je vais prendre mon temps. Donc, alors, le Royaume-Uni, l'impérialisme... Non, je ne prends pas sur ton temps. Tu parleras d'autant plus. L'impérialisme du Royaume-Uni, c'est un impérialisme par le découpage et le contrôle indirect. Là, l'Empire britannique a pratiqué un impérialisme fondé sur la division, la manipulation des élites locales et le contrôle des routes stratégiques, notamment vers l'Inde. Sykes-Picot, c'est la marque d'un impérialisme classique, qui est secret et cynique. Les mandats conduisent à la création d'États artificiels d'Irak, de Transjordanie, de Palestine, sous contrôle britannique. En Palestine, il y a un double jeu. Des promesses contradictoires faites aux Arabes et aux sionistes. Et dans le retrait d'après 1948, il y a fait officiel de la domination, mais il y a une influence relayée par les États-Unis. C'est une forme d'impérialisme colonial, puis néocolonial, avec un legs durable dans les découpages étatiques qui vont être évidemment des sources de conflits. La France, elle, a un autre type d'impérialisme, qui est un impérialisme par la culture, la religion et le clientélisme. Et aussi financier, on l'a vu tout à l'heure, avec la présence dans les banques et la présence dans les institutions. La France se dit la protectrice des minorités, notamment des chrétiens d'Orient, et elle a cherché à imposer sa culture et son système de pensée, avec notamment la francophonie, etc. Alors, elle a deux mandats au Liban et en Syrie. Elle va favoriser les chrétiens maronites, mais en Syrie, réprimer les nationalismes. Il y aura une politique arabe gaulliste dans les années 60 qui se traduira par une rupture avec Israël et une tentative d'indépendance en cas de démarquage vis-à-vis des États-Unis. Et puis, la France, après 2003, il y aura un affaiblissement de ses positions avec une marginalisation militaire, mais la France conserve un réseau culturel et diplomatique au Proche-Orient. C'est une forme d'impérialisme culturel, idéologique, parfois clientéliste. On sait les rapports que, par exemple, avait Jacques Chirac avec certains présidents, Hariri, etc., au Liban. Mais la France conserve un réseau culturel et diplomatique, donc même s'il est largement affaibli. Les États-Unis, c'est l'impérialisme par la sécurité, le pétrole et l'idéologie. Eux, ils sont dans une logique de domination mondiale, ils soutiennent Israël, ils sécurisent les routes du pétrole et ils promeuvent une soi-disant démocratie de marché. Après 1945, ils vont remplacer l'Empire britannique dans leur soutien total à Israël. En 1979, avec la révolution islamique en Iran, ils perdent un pion majeur. Et donc, ils vont avoir une espèce d'obsession de la stabilité pétrolière, donc, qui va les amener à une politique très précise vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et de l'Irak. En 2003, l'invasion de l'Irak, c'est de l'impérialisme classique, sous prétexte idéologique, des armes de destruction massive, etc., et de démocratie. Et puis, petit à petit, on va observer un désengagement progressif, moins de troupes, mais une domination technologique, avec des drones, des bases, et économique, et avec des sanctions aussi. C'est une forme d'impérialisme militaire, économique, idéologique, qui est très intrusif, et qui crée souvent des instabilités, et qui finalement est contre-productif, mais évidemment. Là, l'URSS et la Russie, alors c'est deux moments différents. L'URSS, c'est la solidarité dans le cadre d'un front mondial anti-impérialiste, puis, avec la Russie, le retour brutal, à partir de 1991, un retour brutal au Proche-Orient. À partir de 1991, c'est la Russie, et l'abandon de la ligne soviétique,
Et évidemment, c'est avec l'arrivée de Poutine que la présence russe va devenir beaucoup plus affirmée. L'URSS soutient des régimes arabes progressistes, même s'ils traquent les communistes locaux ou s'ils les associent au pouvoir. Bon, dans l'Égypte de Nasser, on traquait les communistes, on les foutait en prison. En Syrie et en Irak, ils participent parfois au gouvernement avant d'être persécutés. Au Yémen du Sud, ils sont au pouvoir. Et l'Union soviétique entretient des relations étroites avec ces pays. L'Union soviétique propose un contre-modèle des États-Unis qui est basé sur la solidarité anti-impérialiste. En fait, la Russie post-soviétique, elle, va faire un retour brutal à partir notamment avec la Syrie en 2015. Elle va assurer la survie d'un régime allié en visant aussi, en bénéficiant de l'accès naval à la base de Tartous, qui est à 20 km à la frontière nord du Liban. C'est une politique réaliste, cynique, à l'ancienne. On protège son allié, on teste ses armes et on vend la paix. Voilà. Et elle utilise, la Russie, le vide laissé par les Occidentaux pour redevenir une puissance régionale. Aujourd'hui, la présence russe au Proche-Orient est fondée sur le rapport de force pur, sans aucun habillage idéologique. Ensuite, vous avez deux autres acteurs qui sont l'Iran, qui lui procède à un interventionnisme par la révolution et la religion. C'est logique. Depuis 1979, l'Iran chiite veut exporter sa révolution et il utilise donc les minorités ou les majorités en Irak ou à Bahreïn, les minorités chiites, les populations chiites pour lutter contre l'Occident et Israël est supposé en leader des opprimés. Donc l'Iran va chercher à créer un axe chiite qui comprend l'Irak, la Syrie, le Hezbollah au Liban, et puis les milices houthis au Yémen. Et il allie une idéologie religieuse et un pragmatisme stratégique avec des alliances avec des régimes qui se réclament de la laïcité, comme le régime de Assad. Mais l'Iran est quand même très influent grâce à des réseaux décentralisés et asymétriques des milices, des services secrets. Enfin, dernier intervenant, la Turquie qui pratique un impérialisme néo-ottoman, opportuniste, avec une logique qui est celle de récupérer une influence régionale sur les terres de l'ancien empire ottoman avec un vernis islamo-conservateur. Avec Erdogan, c'est le soutien aux frères musulmans en opposition à Assad et l'hostilité aux Kurdes. La Turquie s'implique en Syrie, en Libye, au Caucase. La Turquie allie diplomatie, religion et forces militaires. Et elle veut apparaître comme le médiateur musulman entre l'Est et l'Ouest, tout en défendant ses intérêts économiques et stratégiques. L'interventionnisme turc est islamo-nationaliste, régional, ambivalent, parce qu'ils sont alliés de l'OTAN, mais de plus en plus autonomes. En conclusion, si vous voulez, vous avez une mosaïque d'impérialisme qui se croise au Proche-Orient. Le Proche-Orient, depuis la Première Guerre mondiale, est un théâtre d'affrontement permanent entre puissances extérieures, manipulatrices et souvent déguisées. Il y a un impérialisme ancien, colonial, qui a laissé la place à des formes hybrides, sécuritaires avec les USA, idéologiques avec l'Iran, militaires avec la Russie, culturelles avec la France, religieux avec la Turquie, et tous avec des interventions qui sont économiques. Et les peuples, eux, sont coincés entre dictature locale, intervention étrangère et conflits identitaires instrumentalisés. Vous me permettrez, en guise de conclusion de ce trop long et cependant insuffisant propos, qui porte sur le point marquant, à mon sens, les moments charnières de ce très proche Orient, de citer les mots de Jean Genet dans Un captif amoureux. C'est très bref, il dit « Le sang
du Proche-Orient ne sèche jamais. Il nourrit les rêves des puissants et les colères des humiliés. Il était difficile de l'arrêter, j'ai essayé de le contenir. C'était difficile depuis 1914, je l'ai fait quand même. Bon, on va passer directement la parole à Pierre pour plus d'actualité. Oui, merci. Merci Paul pour ce. Je pense que c'est très important d'avoir cet exposé historique pour qu'on comprenne de quoi on parle et sur quoi repose ce qui est en train de se passer ou ce qui se passe dans cette région-là. Or, on n'en parle jamais, on croit savoir, on a quelques vieilles dates en tête, mais profondément, on ne comprend pas. Et donc, je pense que c'est important, je remercie la section du PCF de la CASA et d'Antibes, d'organiser ce type de débat. C'est-à-dire qu'on puisse avoir cette base historique pour comprendre, parce que moi, journaliste à l'humain, en fait, je me plonge là-dedans, autant de maintenant, dans ce que vient d'exposer Paul. Et c'est vrai que si on ne comprend pas bien, c'est très compliqué. C'est vrai que ce Moyen-Orient-là est très compliqué, et je adhère totalement à ce que disait ce gendarme corse. En fait, au bout du compte, on ne comprend plus rien. Non, je plaisante. Je plaisante parce que ce qu'on oublie trop souvent, mais Paul l'a évoqué, et particulièrement à la fin avec cette phrase de Jean Genet, ce qu'on oublie trop souvent, ce sont les peuples de cette région du monde, qui sont brinque-ballés, qui sont les grands oubliés de l'histoire, et qui sont pourtant les premiers à subir tout ce qui arrive, et à qui on ne demande pas très souvent leur avis, quel que soit ce qui se passe. Alors, je ne sais pas tellement bien par quel bout prendre tout ça, puisque vous savez que moi, pour l'UMA, j'ai traîné mes guêtres un peu partout, de l'Iran jusqu'à la Turquie, un peu moins l'Arabie Saoudite d'ailleurs, au Qatar, mais au Qatar ils m'ont mis en prison, donc c'était moins drôle, en Irak, en Syrie, en Jordanie, en Israël, en Palestine, en Égypte évidemment, et puis toute l'Afrique du Nord, le Soudan. Et ce que j'en retiens quand même de plus de 25 ans de travail dans cette région, c'est que effectivement, la question palestinienne est quand même centrale et quand même bien provoquée par tout ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale et ce que vient d'expliquer Paul Zia. Parce qu'on a fait miroiter des choses à des peuples, parce qu'on aurait pu dire aussi qu'après les traités après la Première Guerre mondiale, on a fait miroiter aux Kurdes un État, on a fait miroiter aux Arméniens un État, que toutes ces promesses-là ont été balayées, oubliées. En réalité, effectivement, encore une fois, on fait des promesses au peuple et puis on s'en fiche. Et ils sont prêts à changer de stratégie tout le temps. Parce que les mêmes, ou leurs héritiers aujourd'hui politiques et économiques, qui ont tracé ces frontières-là, c'est dans le cadre des accords Sykes-Picot, sont les mêmes qui ont des plans dans leur tiroir qu'ils pourraient utiliser ou ne pas utiliser, c'est selon, avec le pragmatisme, de faire éclater en fait ces États-nations-là, et de les remplacer par des micro-États qui seraient basés sur soit sur des questions éthiques, soit sur des questions religieuses. Et effectivement, la création d'Israël en tant qu'État juif est une pierre apportée à ce mur-là, qui est de créer des États qui seraient basés simplement sur l'ethnicité ou la religion. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a quelques années, quand les Kurdes irakiens ont fait un référendum qui n'a été reconnu par personne, vous savez que c'est une région qui a une certaine autonomie au sein de l'Irak. Ils ont fait un référendum d'indépendance. Aucun pays du monde n'a reconnu ce référendum, sauf Israël. Pourquoi ? Parce que avoir des États qui ne sont plus des États-nations basés sur la multiconfessionnalité ou la multi-ethnicité, ou donc des peuples multiples qui seraient là, mais simplement basés sur une religion ou une ethnie ou une communauté, ce serait la garantie que Israël, en tant qu'État juif, doit pouvoir rester dans cette région. Or, je pense que c'est très dangereux dans une région pareille avec l'histoire, parce que Paul est parti fin du XIXe siècle,
Et si on remontait encore plus avant, on voit bien que c'est une région qui a subi beaucoup de choses, qui a subi des invasions, qui a subi des mutations, où les peuples se sont croisés, sont allés un peu partout. Et donc je pense qu'il faut en parler comme ça, parce qu'aujourd'hui, dans ces États-nations qui ont été construits quand même au début du XXe siècle, il y a quand même des situations réelles de peuples qui se sont faites, de mixité et aussi encore de continuation de ces groupes ethniques ou de ces groupes religieux. Et c'est aussi sur ça que s'appuient les nouvelles stratégies qui sont mises en place dans cette région par les pays impérialistes, notamment évidemment les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi encore les pays de l'Union européenne, la France et d'autres. Et je crois que et des pays nouveaux émergent. La Turquie, tu as cité la Turquie tout à l'heure, la Turquie veut prendre une place réelle, et cette place réelle, il la prend à partir d'un concept religieux. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans ces pays de cette région une espèce d'antagonisme de savoir qui va être le représentant régional. Et les pays occidentaux jouent sur ces contradictions-là, jouent les uns contre les autres, encore une fois, pour essayer d'asseoir leur propre autorité. Je m'explique. La Ligue arabe est une structure politique avant tout qui est censée rassembler l'ensemble des pays musulmans de la région, donc jusqu'au Soudan, et dominée notamment par l'Arabie Saoudite qui a toujours été, vous le savez, l'allié des États-Unis. Or, il s'est trouvé qu'au sein de cette Ligue arabe, il y avait 4 pays, surtout 4 pays, qui étaient un peu les vilains canards noirs et qui ne suivaient pas toujours les directives américaines. Et quand je vais vous dire ces 4 pays, je pense que vous allez tout de suite avoir un déclic. C'est l'Algérie, c'est la Libye, c'est l'Irak et c'est la Syrie. Quoi qu'on pense des régimes en place. Ces 4 pays qui n'étaient pas toujours le petit doigt sur la couture du pantalon et qui ne suivaient pas toujours les directives américaines ou qui n'entraient pas dans les stratégies américaines régionales, notamment au temps de la guerre froide par rapport à l'Union soviétique et aujourd'hui des nouvelles tentatives qui sont faites par rapport à la Chine. Or, à partir de 2000, vous avez vu ce qui a commencé à se passer. Il y a eu une déstabilisation de l'Irak jusqu'à la disparition du régime en place. La Libye a été attaquée, le régime a disparu. La Syrie a été totalement déstabilisée et vous voyez aujourd'hui où on en est. Quant à l'Algérie, vous voyez qu'elle est un peu dans la tourmente et qu'elle ne joue plus totalement le rôle qu'elle jouait auparavant, notamment sur la scène internationale. Et c'est pas pour rien. Parce que dans le même temps, des pays comme l'Arabie Saoudite, dont tout le monde sait que c'est un grand pays démocratique, où les libertés individuelles sont respectées, où les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent, n'ont aucun problème. Et donc je crois qu'il faut considérer ça comme ça, ils considèrent comme la question des alliés. Les fausses questions qui sont sur la démocratie, les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits humains ou les droits des femmes sont des vulgaires prétextes. Je vous garantis que si l'Iran rentre dans le rang, se range du côté des États-Unis, acquiesce à la stratégie américaine régionale, le problème des femmes voilées ne se posera plus pour les États-Unis. Ils n'en ont strictement rien à faire. Donc il faut bien qu'on considère les choses d'une autre manière. Et pour les considérer d'une autre manière, il faut bien qu'on regarde, à mon avis, ce qui est le centre et le noyau de ce qui se passe. Et je disais tout à l'heure, je crois vraiment que ce qu'a fait l'ONU en 1947, qu'il y avait 2 votes possibles. Donc évidemment, le premier vote passant, on s'est dit le deuxième vote n'a pas besoin d'être. Le premier vote étant sur le partage de la Palestine mandataire, tel qu'il a été proposé, a été voté. Et donc le deuxième vote qui devait être soumis, c'était sur une Palestine pour l'ensemble des peuples, avec un seul pays pour les 2 peuples, n'a pas été mis au voie. Alors, à mon sens, je pense que ça ne sert à rien de revenir sur ça.
Je veux dire, l'État d'Israël existe, il est là aujourd'hui, je pense que ce qui importe aujourd'hui, c'est le droit des Palestiniens. Et le droit des Palestiniens, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a fallu des sacrées batailles. Paul rappelait la création de l'OLP en 1964, mais de 48 à 64, de la Nakba, donc de la catastrophe, jusqu'à 1964, la question palestinienne a été considérée comme une question de réfugiés. C'était une question de pauvres réfugiés qui vivaient sous les tentes, il fallait un peu arranger ça. Mais il a fallu attendre l'OLP de Yasser Arafat. Les communistes ont rejoint dans les années 70 l'OLP. Il a fallu attendre cette OLP de Yasser Arafat et pour mettre sur la table internationale le fait que la question palestinienne, c'est pas la question d'un pauvre petit peuple réfugié qu'il faudrait aider, et c'est la question du droit à l'autodétermination d'un peuple. Et là, on parle évidemment de tout à fait autre chose, et le combat se mène différemment, et il se mène dans le cadre aussi d'une guerre froide. Parce que personne n'est dupe. C'est vrai qu'on a utilisé des termes de régime progressiste, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait regarder d'un peu plus près ce qu'étaient ces régimes progressistes. C'est vrai, c'était aussi surtout des régimes qui se situent dans un camp ou dans un autre. Donc, par rapport à la guerre froide. La réalité, c'était aussi celle-là. Et d'ailleurs, effectivement, tu l'as rappelé, les communistes en ont fait des frais. Même sous Nasser qu'on a tendance à porter au pinacle, je vous invite à lire les livres de Sonala Ibrahim, par exemple. En prison, il était emprisonné parce qu'il était militant communiste, et il raconte comment ça se passait dans les prisons, etc. etc. Il y a cette... alors que la guerre froide était là, dans les pays arabes qui se trouvaient dans le camp des soviétiques, les progressistes étaient très, très souvent quand même réprimés, emprisonnés, voire assassinés. Et cet échec dont a fait état Paul Ozière des nationalismes arabes, du panarabisme, qui n'a pas construit ce qu'ils entendaient faire, y compris par des questions un peu délirantes de rattachement de la Syrie et de l'Égypte. Enfin, bon, il y a eu diverses tentatives comme des puzzles ou comme des mécanos. Ça ne s'est absolument pas fait. Par contre, il y a eu 1967, la guerre des 6 jours, la défaite arabe qui a été vécue comme une humiliation. Et 1973, après ce qu'on appelle en Europe la guerre de Kippour, que les Arabes appellent la guerre d'octobre, d'ailleurs, n'est pas revenu sur ça. Parce que la réalité, c'est que 1967 a montré deux choses. A montré, la faiblesse réelle des pays arabes, qui bombaient le torse, mais en fait avec rien derrière. Et deuxièmement, ça a montré les vérités réelles de ce qui se passait en Israël. C'est-à-dire qu'à partir de 1967, la politique israélienne, qui pouvait être entendue entre 48 et 67 dans le cadre du partage, ne pouvait plus être entendue. À partir de 1967 commence la colonisation des territoires palestiniens. L'occupation et la mise en branle d'une politique réelle d'implantation de colonies juives dans les territoires palestiniens, avec une volonté bien réelle, quasiment pas cachée d'ailleurs par les dirigeants israéliens, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, au fur et à mesure, de construire un grand Israël. Et je relisais récemment, puisque 2025 marque les 50 ans du début de la guerre civile au Liban. Je vois dans les années 80, quand il y a eu l'intervention israélienne au Liban, vous voyez que les choses se répètent un peu quand même. La volonté israélienne à ce moment-là, c'était de battre en brèche, parce que le Hezbollah n'existait pas, mais de battre en brèche les combattants palestiniens qui se trouvaient au sud du Liban, pour, disait-il, les ramener au nord du fleuve Litani. Le fleuve Litani, vous savez, c'est ce fleuve qui coule au Liban, qui est aujourd'hui qui fait partie aujourd'hui d'une résolution, la résolution 1701 de l'ONU, qui avait été votée après la guerre de 2006, quand Israël est entré dans le sud du Liban, et la résolution 1701 demande au Hezbollah de se retirer au nord du fleuve Litani. Donc on reste, je dis ça pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on reste tout le temps dans ces mêmes questions-là, qui sont cette question de l'expansionnisme israélien, la première chose, même si en Israël même il y a des gens qui le combattent, mais cet expansionnisme israélien se poursuit.
une société israélienne qui se durcit de plus en plus, voire avec certains qui ne veulent pas savoir ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire chez les Palestiniens. Un environnement régional, mais qui a des répercussions aussi en Israël, où les religieux juifs israéliens ont de plus en plus le dessus avec les colons, et un environnement régional dans les pays arabes, où là aussi, les mouvements politiques religieux, islamiques, que ce soit les frères musulmans ou les salafistes, parce que ce sont deux choses différentes, et eux aussi étaient instrumentalisés, notamment les salafistes en Égypte ont été instrumentalisés par le pouvoir de Moubarak. Comment cet islam politique a pris aussi le dessus dans un vide politique qui existait, dans l'échec du nationalisme arabe tel qu'il était représenté par des régimes de plus en plus corrompus, de plus en plus népotistes, et le vide créé par la disparition, parce que répression, des mouvements progressistes. Et si on ajoute à ça la chute du mur de Berlin, la disparition de l'aide des pays socialistes au mouvement de libération, y compris au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, on peut aussi en parler en Afrique d'ailleurs, où il n'y a plus cette aide-là, ça veut dire que la voie progressiste s'est tue et s'est éteinte. C'est-à-dire plus d'argent pour former des cadres politiques, plus d'argent pour voyager, pour aller à des réunions internationales, plus de campagnes vraiment massives quand les dirigeants sont arrêtés, plus de possibilités d'expression parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire des journaux, pas de possibilité d'expression parce qu'ils ne peuvent pas créer des télévisions, pas de possibilité d'expression parce qu'ils ne peuvent pas avoir de radio, alors que dans le même temps, par le biais religieux, il y a beaucoup d'argent qui rentre, plus l'aide des pays wahhabites comme l'Arabie Saoudite, plus le Qatar, qui donne une capacité à ces mouvements-là vraiment de s'étendre. Donc c'est cette situation-là qui commence à apparaître, peut-être qu'on a vu peut-être un peu tard, d'ailleurs, enfin moi personnellement, et qui est apparu en fait, je pense, dès les années 70. Parce que après la mort de Nasser, quand Anwar el-Sadat prend le pouvoir en Égypte, il commence à travailler en fait avec les frères musulmans, il coupe les liens avec l'Union soviétique, il renvoie les conseillers soviétiques qui sont en Égypte et se tourne vers les États-Unis pour une autre politique dans la région. D'ailleurs, c'est lui qui signe le premier des accords de paix avec Israël, qui lui vaudra son assassinat par d'autres islamistes en Égypte. Et donc les choses basculent comme ça et sont toujours en mouvement. Et pendant des années, en fait, les pays arabes ont montré, si ce n'est, enfin, à minima leur incapacité, en tout cas, en fait, leur non-volonté de résoudre la question palestinienne. Certains parlent de conflit israélo-palestinien. Personnellement, je ne parle jamais de conflit israélo-palestinien. Il s'agit de la question de le droit d'un peuple à son autodétermination. Ce n'est pas la question d'un conflit. Ce n'est pas deux peuples qui se disputent un territoire, ce n'est pas vrai. Les Palestiniens, jusqu'à aujourd'hui, acceptent le vote de l'ONU, acceptent de créer leur État de Palestine sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Il ne s'agit pas d'un conflit. Il s'agit d'un droit d'un peuple à l'autodétermination, il s'agit d'une occupation et il s'agit d'une colonisation. Et ça, je pense qu'il faut être très clair sur cette question-là. Et qu'après, que pendant des années, vous savez, j'ai l'habitude, depuis ce qui se passe à Gaza d'ailleurs, depuis octobre 2023, où l'attaque perpétrée par le Hamas a évidemment soulevé l'horreur dans ce qu'on a vu, dans les images qu'on a vues, ce que je comprends parfaitement et qui moi aussi m'ont vraiment choqué. Mais elles m'ont choqué autant que m'ont choqué toutes les guerres que j'ai pu couvrir à Gaza, toutes ces dernières années. Celle-là, je ne peux pas la couvrir parce qu'on empêche les journalistes occidentaux d'entrer. Et heureusement qu'il y a des journalistes palestiniens qui sont sur place, qu'on abat d'ailleurs comme des lapins, parce qu'il y en a plus de 200 qui ont été tués jusqu'à présent. Et heureusement qu'ils sont là-bas pour qu'on sache un peu ce qui se passe. Mais nous ne pouvons pas entrer. Et donc, je pense que... je crois qu'on a du mal ici à comprendre la souffrance des peuples de cette région, notamment des Palestiniens. Bien sûr qu'on sait
oui, il y a l'occupation, mais on ne sait pas ce que ça signifie l'occupation au quotidien. On ne sait pas ce que c'est à Gaza. Vous savez, Gaza, depuis 2007, est sous embargo. Fait par Israël et accepté par l'Égypte. Il n'y a pas qu'Israël dans le lot, accepté aussi par l'Égypte. Vivre à Gaza sous embargo, ça veut dire que un jeune ou une jeune palestinienne qui est née en 2007, aujourd'hui, elle aurait quel âge? 18 ans, 19 ans. C'est quelqu'un qui n'a jamais pu sortir d'où il est. Ça veut dire que c'est quelqu'un dont les rêves se heurtent au mur de l'embargo, se heurtent au mur de l'occupation. Ça veut dire que c'est un jeune qui grandit en se disant que ses rêves, c'est vaut rien. Est-ce que ça ne crée pas de la colère? Être un Palestinien qui a 30 ans ou 35 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est né au moment des accords d'Oslo. On peut-être les évoquer un peu plus, mais juste une parenthèse. Donc, les accords d'Oslo signés en 1993 étaient censés amener dans les années qui venaient la création d'un État de Palestine. On est en 2025, cet État de Palestine n'existe pas. Or, c'est vrai qu'il y a eu un grand espoir à l'époque de la création de cet État de Palestine. Et donc des jeunes Palestiniens qui ont grandi après 93, qu'on appelle d'ailleurs maintenant la génération Oslo, ils ont grandi en se disant mes rêves, je vais pouvoir les exprimer, je vais pouvoir les réaliser, mes rêves. Parce qu'il y a les accords d'Oslo, parce qu'on y croit et parce qu'on va avoir notre État. Et les rêves de ces jeunes qui ont maintenant 32 ans ne sont pas réalisés. Et quelle colère ça crée dans cette génération-là. Et puis il y a les vieux Palestiniens, ceux qui ont connu la Nakba, ceux qui ont fui avec leurs parents en 1948, eux ils ont 80 ans maintenant. Eux ils ont fui leur village, eux ils se souviennent de leur village, ils se souviennent quand on les a pris par la main, ils ont été obligés de partir, ils se sont retrouvés dans la bande de Gaza, dans un camp de réfugiés. Et aujourd'hui le camp de réfugiés ça devient leur cimetière en fait. Et ils n'en sont plus sortis depuis 2007. Ça crée quoi dans un peuple? Une telle situation où de la dernière génération à celle qui vient d'arriver, il n'y a pas d'espoir. Quand un peuple n'a pas d'espoir, il est prêt à tout. C'est dramatique, c'est pas nouveau dans l'histoire, mais il ne faut pas créer les conditions pour ça. Donc on peut effectivement se dire c'est quand même pourri de s'attaquer à des civils, et je le pense profondément, mais le mieux c'est de ne pas créer des situations pour que ça arrive. Et pour que ça n'arrive pas, il faut prendre ses responsabilités, et il faut... Je pense que la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens va stabiliser la région de manière très très forte. Mais Israël le sait pertinemment et ne le cherche pas. Israël, par exemple, a aidé à la chute du régime syrien de Bachar el-Assad quand il y a eu l'offensive qui a été lancée depuis Idlib, donc depuis le nord de la Syrie, qui était une zone tenue par les islamistes. Parce que celui qui est actuel président par intérim de Syrie, et je ne regrette pas Bachar el-Assad qu'on ne s'y trompe pas. C'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que j'aime celui qui a précédé, c'est pas la question. Ce sont Ahmed Shara, qui se faisait appeler Abu Jolani avant, parce qu'il vient du plateau du Golan, en fait, et celui qui a été combattre en Irak, après 2003, et qui a été envoyé par le fondateur de Daesh, de l'État islamique, pour créer la branche syrienne. Puis, il a décidé de quitter ça, et il est devenu Al-Qaïda. Et puis après, il a décidé de changer beaucoup par pragmatisme, parce que je ne pense pas qu'on puisse abandonner aussi vite de telles visions qui sont des visions religieuses, en plus très salafistes et très fondamentales sur la question de l'islam. Et là maintenant, il nous montre un visage qui est un peu un visage à la turque, un peu un visage à l'Erdogan. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde est bien. Et moi, pour être allé en Syrie, d'abord plusieurs fois auparavant, et être retourné là, je vois bien que les gens sont contents. Effectivement, les gens sont contents.
de plus avoir la famille Assad sur le dos, avec la corruption, avec la violence, avec les prisons. J'ai été dans les prisons. Mais si les troupes de Shara ont pu avancer depuis Idlib de cette manière-là, c'est parce qu'Israël a bombardé les zones où se trouvait le Hezbollah libanais et les milices syriennes. C'est ce qui a permis d'avancer. J'ai rencontré moi des combattants islamistes qui étaient descendus d'Idlib. Ils nous ont dit, on a été étonnés, mais effectivement, toutes les zones qu'on prenait, ça avait déjà été tapé par l'aviation israélienne, et donc on avançait. Ils sont arrivés jusqu'à Damas, de cette façon-là. Donc je trouve ça intéressant d'abord quand certains voudraient faire croire que c'est un conflit religieux entre des musulmans et des juifs. Non, c'est une question éminemment politique, mais surtout, Israël a fait d'une pierre deux coups, parce qu'il fait ça, et dans le même temps, ils ont avancé sur le plateau du Golan, qu'ils occupent depuis 1967 et qu'ils ont annexé, ils ont avancé en territoire syrien, là, ces derniers mois. Donc je suis allé au mois de février ou de mars, j'étais là-bas, donc j'ai vu l'armée israélienne, qui tient des villages, qui donne des ordres par haut-parleur, qui empêche d'entrer, qui empêche de sortir, etc. etc. Donc il y a et si vous voyez bien, avec la guerre au Liban, ils ont refont la même chose en essayant d'avancer, en occupant des parties entières du sud du Liban et en repoussant les combattants du Hezbollah au nord du fleuve Litani. Et donc, en fait, Israël est dans la création d'un grand Israël. Et ce qui se passe à Gaza, que plusieurs organisations, et non les moindres, taxent de guerre génocidaire, qui s'accompagne d'un nettoyage ethnique en Cisjordanie aujourd'hui, va bien dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'Israël ne veut pas de place pour un État de Palestine. C'est maintenant quand je dis Israël, je parle du gouvernement israélien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent contre Netanyahou. Alors, il y a beaucoup au départ, ils en veulent à Netanyahou parce que les otages ne sont pas revenus. En gros, on pourrait se dire, ils n'en ont rien à faire des Palestiniens qui sont en train de crever, ils veulent que le retour des otages. C'est vrai pour certains, malheureusement c'est vrai pour certains. Et ça l'est de moins en moins vrai en fait pour d'autres. Parce que tout le monde se rend bien compte qu'il y a une corrélation entre les deux choses. Que même avec l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, il y a une corrélation entre ce que fait Netanyahou de massacrer les Palestiniens, qui ne ramène pas les otages, donc c'est pas mal, et il comprend bien que c'est pas simplement la stratégie qui a échoué, c'est qu'en fait la volonté n'était pas de ramener des otages, mais de bien d'éliminer, d'éradiquer le peuple palestinien et de mettre la main sur Gaza. D'ailleurs, encore une fois, c'est presque une litanie, tout est lié, mais vous savez, en septembre 2023, donc je sais pas, 5 semaines avant, il y a eu le sommet du G20 qui s'est tenu en Inde. Et à la fin de ce sommet du G20, ils ont annoncé, il y avait von der Leyen, donc l'européenne, je crois qu'il y avait Biden qui était là, et ils ont annoncé les décisions qu'ils avaient prises, et notamment la mise en place de nouvelles routes de communication et de commerce sur l'ensemble de cette région du monde, en fait, qui va des portes de la Chine, qui traverse le Moyen-Orient et qui vient jusqu'à l'Europe. Pourquoi ? Parce que leur préoccupation à ce moment-là, et qui l'est toujours d'ailleurs, c'est comment ne plus dépendre du gaz russe. Donc il y avait déjà eu le fait d'empêcher l'Allemagne d'avoir du gaz russe qui arrive, etc. Mais donc il fallait bien remplacer tout ça, parce que c'est bien beau de dire plus de gaz russe, mais la pénurie, ça fait pas marcher les choses. Donc ils ont commencé à mettre en place cette voie-là, et 10 jours après, en septembre 2023, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, Netanyahou, le Premier ministre israélien, vient à la tribune. J'ai l'impression qu'il y a des mots, quand je le dis, il ne veut pas venir. Netanyahou vient à la tribune de l'ONU, il sort une carte, des vidéos existent, vous pouvez regarder sur YouTube, il sort une carte, et il dit, je vais vous montrer, il parle au chef d'État du monde entier quand même, hein, chef d'État et du gouvernement du monde entier. Il leur dit, je vais vous montrer maintenant le nouveau Moyen-Orient. Donc il sort une carte. Sur cette carte, il y a un grand Israël, il n'y a pas d'État palestinien, on ne voit même pas ni Gaza, ni sur ni rien. Et il trace deux grands traits qui partent presque de l'Inde.
Et il fait les routes qui passent par le Sinaï, qui montent en Israël, qui vont au nord de Gaza et qui vont jusqu'à l'Europe. Et donc on se dit, tiens, il y a quand même un lien quelque part. Parce que pour mettre en place ces nouvelles voies commerciales, il ne faut pas qu'il y ait des tourbillons au milieu. Il ne faut pas qu'il y ait cet État. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul État qui puisse mettre en œuvre tout ça. Et donc, Netanyahou, on est là. Alors c'est d'autant plus compliqué et vicieux que je parlais des accords d'Oslo tout à l'heure. Je vais revenir au pays arabe aussi. Les accords d'Oslo, c'est l'aboutissement de quoi? C'est l'aboutissement de plusieurs stratégies de la part de l'Organisation de libération de la Palestine. La première étant que la lutte armée devait aider à libérer les territoires palestiniens, avec la création d'un seul État à l'époque, puisqu'il y avait non-reconnaissance d'Israël de la part de l'OLP, avec la création à terme de cette bataille, de cette lutte, la création d'un seul État pour l'ensemble des peuples. Et c'était bien spécifié, l'ensemble des peuples, l'ensemble des religions, etc. etc. Cette stratégie-là a échoué. D'ailleurs, dès le milieu des années 70, il a commencé à avoir des contacts entre certains représentants israéliens et certains représentants palestiniens. Mais je pense surtout ce qui a fait la différence, c'est que je pense que la chute du mur qui allait advenir en 1989, qu'on commençait à percevoir en réalité dans les années 80, a fait que, ce que je disais tout à l'heure, les mouvements de libération étaient de moins en moins aidés, et l'OLP comme les autres, et qu'en novembre 1988, au Conseil national palestinien d'Alger, Yasser Arafat a annoncé la reconnaissance d'Israël, la proclamation de l'État de Palestine de manière symbolique, et donc ça permettait d'entrer dans une nouvelle phase, un nouveau processus. La chute du mur de Berlin a fait penser aux Américains que la voie était ouverte, donc il y avait des possibilités. Ils ont forcé les Israéliens vraiment à participer à la conférence de Madrid. Les Israéliens ont juste obtenu qu'il n'y ait pas une délégation palestinienne escalitée, mais qu'elle soit intégrée dans la délégation jordanienne, et on est allé petit à petit vers les accords d'Oslo. Des accords d'Oslo qui ont été salués, qui s'avèrent aujourd'hui avoir été un piège. Et ce qui est totalement dramatique, c'est que d'abord, les Palestiniens n'étaient pas préparés. Les géographes palestiniens aujourd'hui expliquent que quand les Palestiniens sont arrivés aux négociations, les cartes sur lesquelles il fallait négocier, parce qu'il faut bien négocier sur les cartes, même si Israël-Palestine, c'est pas plus gros qu'un confetti, il faut quand même négocier avec des cartes. Ils n'avaient pas de cartes, les Palestiniens n'avaient pas de cartes, donc ils ont négocié avec les cartes des Israéliens. Donc vous savez comment c'est, vous savez comment ça se passe avec des cartes. Donc ils n'étaient absolument pas préparés. Et on peut se demander en réalité aujourd'hui si même à l'époque, c'était pas Netanyahou, c'était les travaillistes, si vraiment ils voulaient la création d'un État de Palestine. Parce que tout a été fait en réalité dans le processus de ces accords pour qu'il n'y ait pas de mécanisme de mise en œuvre. Donc la force dominante peut très bien attendre. Et surtout dans ce qui a été mis en place, c'était montrer qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. Il n'y aurait pas d'État de Palestine. La première chose, c'était la division des territoires palestiniens en 3 zones, notamment la Cisjordanie. La Cisjordanie était divisée en 3 zones. La zone A, qui correspond aux grandes villes palestiniennes. Ramallah, Hébron, c'est un peu à part. Hébron, c'est un peu à part, parce que c'est au sud. Donc Ramallah, Naplouse, Toul-Karen, Kalkilia, ces grandes villes-là étaient sous autorité administrative et sécuritaire palestinienne, totalement. Il y avait la zone B, c'est-à-dire les villages environnants de ces grandes villes-là, qui étaient là sous administration civile palestinienne et sécuritaire israélienne. Et puis il y avait ce qu'on appelle la zone C, qui était totalement sous contrôle administratif et sécuritaire israélien. Et cette zone C, c'est 62% de la Cisjordanie. Donc les Palestiniens, en réalité, au mieux, contrôlaient 35%, 36% de leur territoire, ce qui n'était même pas le cas. Deuxième viciosité de ces accords d'Oslo, il y a eu la création de l'autorité palestinienne. Il s'est avéré qu'en réalité, cette création d'autorité palestinienne,
a été un véritable leurre. Ça a fait croire que les Palestiniens avaient une véritable administration comme un État, sauf qu'ils n'avaient pas d'État, et qu'ils n'ont toujours pas d'État, d'ailleurs. Et cette autorité palestinienne, non seulement s'est mal comportée, était corrompue, et toujours corrompue d'ailleurs, et n'a pas fait avancer quoi que ce soit, bien au contraire, puisque la colonisation s'est poursuivie, les démolitions de maisons à Jérusalem-Est se sont poursuivies, les bouclages des territoires palestiniens se sont poursuivis, les assassinats ciblés se sont poursuivis, les intrusions, les incursions de l'armée israélienne dans les villages et les villes palestiniennes se sont poursuivies, y compris à Ramallah. Et donc, l'OLP n'a plus joué son rôle de mouvement de libération nationale. Il n'y a plus aucune organisation réelle pour animer le peuple palestinien, pour qu'il y ait un combat politique du peuple palestinien. Et de fait, quand Yasser Arafat est mort en 2004, l'élection présidentielle qui a eu lieu en 2005, juste après, a vu l'élection de Mahmoud Abbas. Étrangement, le Hamas, à ce moment-là, a dit « Nous ne nous présentons pas à ces élections parce qu'elles sont faites dans le cadre des accords d'Oslo que nous ne reconnaissons pas. » Okay. L'année suivante, en 2006, il y a des élections législatives qui sont organisées. Et là, le Hamas y participe. Chercher la contradiction. C'était aussi des élections organisées par. Mais le peuple palestinien a décidé de sanctionner l'organisation principale de l'OLP, c'est-à-dire le Fatah, pour sa corruption. La meilleure preuve en est que la moitié du Parlement palestinien est élu sur une liste proportionnelle, par liste, et l'autre moitié par circonscription, comme chez nous. Sur la moitié, sur la liste, le Fatah a gagné les élections par rapport au Hamas, et par circonscription, c'est le Hamas qui a gagné. Parce que les gens ont sanctionné les petits fonctionnaires du Hamas qui demandaient toujours de l'argent pour encore tel truc. Du Fatah, pardon, excusez-moi. À Gaza, c'est passé la même chose avec le Hamas d'ailleurs, mais ce qui est vraiment dramatique. Et donc le peuple palestinien, encore une fois, là s'est retrouvé sans rien. Et ce vide a été d'une certaine manière rempli par le Hamas, qui a pris la direction des choses, et y compris dans la bande de Gaza, où ils font régner un ordre, où ils faisaient régner un ordre plutôt, qui était assez terrible, mais pour le peuple palestinien, il n'y avait quasiment plus d'avenir. Et on voit bien comment toute la région est en train de sombrer dans un ordre. Alors, si je dis pas l'ordre américain, on va me dire c'est vraiment les vieux termes, tout ça. Je ne pense pas que ce soit réellement le terme, mais je pense que, quand même, il y a une volonté, je disais au début, si on regarde les pays de la Ligue arabe, ceux qui ont chuté aujourd'hui, c'est ceux qui n'étaient pas dans le giron américain, ceux qui refusaient les directives américaines. Mais aujourd'hui, tout est fait pour que les pays de la région se mettent en rang derrière les États-Unis et qu'il y aura volonté de laisser. Et Israël a très bien, et Netanyahou a très bien compris ça. Netanyahou, pour arriver à ses propres fins de création d'un grand Israël, a placé son projet dans le projet américain. Et donc, quand il veut agrandir Israël et aller sur le sud du Liban, ou en tout cas contrôler toute cette zone-là, il dit aux Américains, vous voyez, moi j'aide à combattre le Hezbollah, moi je vais éradiquer le Hezbollah, et je vous aide en éradiquant le Hezbollah à mettre en place un gouvernement au Liban qui va suivre ce que vous voulez faire. Et c'est exactement ce qui se passe. En Syrie, le grand islamiste Ahmed Shara, c'est quand même pas un foudre de guerre contre le constatant américain et l'impérialiste américain. On peut franchement pas dire ça. Donc il va rester éradication du Hezbollah, éradication du Hamas. Les organisations progressistes, malheureusement, on n'en parle pas parce qu'elles sont déjà elles-mêmes tellement essoufflées, au mieux essoufflées, qu'elles ne représentent strictement aucun danger. Et donc reste le Yémen, mais bon, les Houthis, je ne sais pas ce qui va se passer avec les Houthis au Yémen, mais il reste l'Iran. Et c'est assez étrange, parce que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, vous voyez comment les choses elles bougent. Alors même pour nous, enfin, je ne dis pas que je suis un grand spécialiste, un grand stratège, je ne suis qu'un journaliste, mais même pour nous, c'est
quand même compliqué de comprendre ce qu'il y a dans la tête de Trump, d'essayer de comprendre comment il bouge les choses. Vous voyez il va dans le sens d'Israël, sur Gaza. Il dit, je vais faire une grande riviera, une nouvelle riviera du Moyen-Orient, ça va être extraordinaire, tout et n'importe quoi. Netanyahou va le voir il y a une dizaine de jours, pensant régler avec lui la question de l'Iran, soit d'une menace très très ferme, soit d'une frappe directe sur l'Iran pour régler la question de l'Iran, et il se retrouve bras ballants, parce qu'en gros, Trump lui dit non, je ne vais pas attaquer l'Iran, je vais discuter et négocier avec l'Iran. Alors peut-être que c'est aussi un jeu de dupes, c'est-à-dire que peut-être que Trump il va envoyer son Witkoff, qui a l'habitude de discuter plutôt le prix des appartements à Manhattan qu'autre chose, mais peut-être qu'il va discuter, puis au bout d'un moment dire c'est impossible de régler quoi que ce soit avec les Iraniens, donc maintenant il faut les frapper. Peut-être que ce sera ça. Mais en attendant, Netanyahou n'est pas très content. Donc il essaie de pousser jusqu'au bout. Il est d'autant moins content qu'à mon avis, il est dans une fuite en avant actuellement, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans son propre pays, il y a de plus en plus de gens qui ne sont plus d'accord du tout avec lui, même si on peut dire que la coalition qui est en place est quand même issue d'une élection. Mais bon, donc maintenant, c'est le soutien vraiment de l'extrême droite, notamment de ces deux ministres, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont vraiment des suprémacistes juifs et vraiment des fascistes, je pense qu'il faut les appeler comme ils sont. Et c'est une vraie fuite en avant. Parce que vous voyez la rupture du cessez-le-feu qu'il y avait depuis quelques semaines, et la rupture du cessez-le-feu dès le 18 mars par Israël, c'est une volonté et c'est un message direct. C'est un message direct aux Palestiniens. Et vous voyez, même dans le monde entier, je pense que pour ça c'est intéressant, même dans le monde entier, tout le monde voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on voulait nous dire au départ. On n'est plus au lendemain du 7 octobre 2023, où sur les plateaux télévisés, il fallait que n'importe qui était invité, il fallait qu'il réponde à la fameuse question, est-ce que vous condamnez le Hamas ? Question qui n'est jamais posée, est-ce que vous condamnez Israël quand il bombarde Gaza dans les guerres précédentes. Mais bon, on a compris le jeu de certains médias. Mais aujourd'hui, ça n'est plus ça. Tout le monde comprend bien que la question qui est posée aujourd'hui, c'est l'anéantissement du peuple palestinien, que plus rien ne justifie ce que fait Israël. Si l'émotion du 7 octobre 2023 peut être toujours présente, elle ne justifie pas ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Elle ne justifie pas le fait qu'Israël empêche l'eau, les aliments, les tentes pour les abris d'entrée. Ça ne justifie pas la destruction à 80% de la bande de Gaza. Ça ne justifie pas la destruction des universités et des écoles, sauf à dire ce peuple-là n'a plus à habiter ici et il faut qu'il parte. Et ça, même en Israël, encore une fois, dans l'humanité de la semaine de vendredi dernier, j'ai fait parler un ancien capitaine de l'armée de l'air israélienne qui a écrit un appel signé par plus d'un millier de réservistes de l'armée de l'air, de réservistes et retraités de l'armée de l'air, qui contestent ce que fait Israël. Et ce capitaine me disait, c'est maintenant public, que près de 50% des réservistes israéliens, et pas seulement de l'armée de l'air, ne veulent plus rejoindre leur cantonnement. Et je trouve ça très très intéressant parce que l'armée c'est quelque chose de fort dans la société israélienne, c'est la défense d'Israël, c'est ce qui va empêcher Israël de disparaître face à tous les ennemis du monde, etc. Et là, les gars disent non, là c'est trop, ça suffit. Et c'est-à-dire que les Israéliens eux-mêmes vont peut-être enfin pallier à la lâcheté de nos propres gouvernements, qui sont eux très forts et très capables de prendre des sanctions quand il s'agit de la Syrie, quand il s'agit de l'Iran, quand il s'agit de la Russie, quand il s'agit du Soudan, quand il s'agit d'autres pays, mais qui est incapable de la moindre sanction quand il s'agit d'Israël. Pire, il a fallu que ce soit l'Afrique du Sud, et c'est tout à l'honneur de l'Afrique du Sud, que l'Afrique du Sud saisisse la Cour internationale de justice par rapport à Israël, et tout de suite, dès décembre 2023, ils ont saisi la Cour internationale de justice pour que les juges se penchent sur la réalité de ce qui se fait à Gaza au regard du droit international. L'Afrique du Sud, qui sait ce que c'est, qui a connu l'apartheid,
et qui sauve, je pense, l'honneur du monde dans cette question-là. Et la Cour pénale internationale, qui, malgré les pressions subies par Israël et par les États-Unis, qui décide d'émettre des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens et contre les dirigeants du Hamas, dont la plupart ont été tués d'ailleurs, donc les mandats d'arrêt là tombent d'eux-mêmes. Mais quand le mandat d'arrêt est émis contre Netanyahou, on voit bien, la France même ose dire que, en gros, elle fait comprendre qu'elle ne va pas appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc quel message donner au droit international, quel respect du droit international quand on dit qu'on ne va pas l'appliquer? Netanyahou qui se précipite voir Viktor Orban en Hongrie pour montrer que vous voyez ce mandat d'arrêt, je n'ai strictement rien à faire, et qui de Hongrie part aux États-Unis en avion, donc visiblement en survolant l'espace aérien français, donc là aussi encore une fois en violation totale du droit international. Et pourtant, et donc voilà toutes les contradictions, et pourtant, avec l'émotion que ça a créé que crée dans le monde tout ce qui est en train de se passer à Gaza. Le fait que toute cette campagne qui avait été menée pour nous traiter d'antisémites parce qu'on dénonçait Israël, alors que évidemment l'antisémitisme malheureusement existe toujours dans notre pays, malheureusement. Mais je dois dire que des fois quand même il y a des renversements qui sont un peu moi je me considère, en plus je suis journaliste à l'Humanité, un journal fondé par Jean Jaurès, qui était un Dreyfusard. C'était un défenseur du capitaine Dreyfus, qui avait été viré de l'armée française parce qu'accusé de collusion avec l'ennemi. Et ça, c'était l'antisémitisme qui existait en France. Okay, donc nous sommes les descendants des Dreyfusards, de ceux qui défendaient le capitaine Dreyfus. L'extrême droite, le Rassemblement national, le Front national, eux sont les héritiers de Charles Maurras et de Léon Daudet. Eux sont les héritiers des anti-Dreyfusards. Et eux, aujourd'hui, soutiennent la politique israélienne. Et ça doit nous interpeller sur les façons de penser les choses et les façons de se situer par rapport à ce qui est en train de se passer. Et donc, dans le monde et en France aussi, je pense qu'il y a des choses sont en train enfin de bouger. Et Macron le comprend bien. C'est le 2 juin, il doit y avoir une conférence internationale à l'ONU co-présidée par l'Arabie Saoudite et par la France. Et Macron a déjà laissé entendre que, visiblement, à ce moment-là, il pourrait reconnaître l'État de Palestine. Ce qui va être un geste politique très très fort, qu'il faudra analyser à sa juste valeur, vous voyez les conditions qu'il met, etc. Mais c'est quand même une avancée qui va être assez extraordinaire. Et Netanyahou, lui, navigue, il marche à reculons. Aujourd'hui, donc, il essaye la répression contre les manifestants en Israël est de plus en plus terrible. Il empêche les élus étrangers de venir, y compris ceux qui veulent aller dans les territoires palestiniens, mais qui sont obligés de passer par Israël pour y aller. Il les empêche d'y accéder. Il continue cette guerre à Gaza de manière monstrueuse. Enfin, il semble bien qu'aujourd'hui, si tout s'arrête, il va tomber lui-même, il va tomber politiquement. Et donc, je pense qu'il y a des choses vraiment très très intéressantes qui sont en cours. Alors tout ça, évidemment, je termine, je crois, tout ça, évidemment, des répercussions régionales dans lesquelles certains essayent de tirer leur épingle du jeu. On voit bien comment l'Arabie Saoudite, qui un temps s'était un peu éloignée des États-Unis, parce qu'elle estimait que ses intérêts propres n'étaient plus assez défendus par les États-Unis, malgré les accords de Quincy, dont on a parlé tout à l'heure, et que l'Arabie Saoudite se tournait vers d'autres choses. Parce que sans être béat d'optimisme, il y a quand même des choses qui sont en train de changer. On n'est plus dans le monde de 1945, et pas simplement parce que par la date, il y a vraiment une page du monde qui est en train de se tourner totalement. Elle est en train de s'écrire, donc il va falloir que nous aussi on l'écrive, en fait, que les peuples l'écrivent. J'en veux pour preuve le sursaut, en fait, de ce qu'on appelle le Sud global, ces pays du Sud global, qui aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur dicte la marche à suivre, qui ne veulent plus dépendre des grands pays, des pays occidentaux notamment, pour leur avenir. Et donc ils ont décidé de redresser la tête, qu'ils le font à l'ONU maintenant par leur vote, et qui participent au BRICS. Donc il avait été créée cette structure un peu informelle qui avait été créée avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et qui est maintenant rejointe par de plus en plus de pays qui comprennent que face à l'hégémonie occidentale,
il faut arriver à mettre en place quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre n'existe pas encore vraiment, parce qu'évidemment, même si on regarde les BRICS en tant que tels et quels sont les pays qui les composent, il y a beaucoup de disparités, beaucoup de contradictions, beaucoup de pays, y compris qui ont entre eux des tensions très très fortes, par exemple, et pas n'importe quel pays, la Chine et l'Inde, par exemple, qui font partie des BRICS et qui ont des tensions économiques et politiques très très fortes. Mais ça veut dire que des choses sont en train de se construire qui ne sont plus de l'ordre de ce monde de 1945, y compris les institutions de Bretton Woods qui avaient été créées après la guerre sont aujourd'hui d'une certaine manière remises en cause. L'hégémonie du dollar est remise en cause, et ça signifie aussi évidemment beaucoup de choses pour les pays du Moyen-Orient, avec les questions énergétiques, la façon dont elles se posent aujourd'hui. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas réfléchir comme avant, mais faire comme on l'a fait, comme ça je termine, faire comme on l'a fait, c'est-à-dire de comprendre l'histoire, de comprendre comment les choses sont bâties jusqu'à maintenant, ça va nous permettre de mieux comprendre pourquoi on arrive à une fin historique de cette période, et comment et sur quelle base construire quelque chose de nouveau demain. Voilà, merci. Nous